Après plusieurs ratés constatés dans les secteurs économiques depuis 1960 jusqu'à nos jours, à partir de la zarianisation, passant par Boukangalonzo, TVA, et aussi les billets d'avion. Et quel remède par rapport à ça? Faut-il un conseil d'analyse économique pour sauver la République démocratique du Congo? Nous allons en parler avec le professeur Godin Poy, il sera des nôtres. C'est une exclusivité que nous recevons pour vous. Il sera de notre pour essayer certainement d'analyser cette question. Mais il y a aussi le conseil économique et social. Quel est son rôle par rapport à ça? Voilà ce qui fera la chapeau de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Au 20e anniversaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le président national de ce parti et ancien président de la République, Joseph Kabila, s'est entretenu longuement ce jeudi 31 mars avec le membre du bureau politique et PPRD, parti porte-étendard qui a contribué efficacement à la construction d'un État véritablement républicain, respectueux de textes valeurs démocratiques, notamment la réunification du pays, la dotation de la Constitution du 18 février 2006 et l'alternance pacifique au sommet de l'État de 2019. Plus de 2 mois après avoir annoncé sa démission, Jean-Marc Kabound a enfin officiellement déposé sa lettre de démission du poste de premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Sur son compte Twitter, l'ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social évoque des raisons de conviction politique et annonce de se consacrer à son mandat de député national pour le reste de la législature en cours. Sur le reste du continent, au Tchad, le chef d'état-major adjoint de rebelles du FACT lors de leur attaque d'avril 2021 qui a coûté la vie à Idriss Déby et qui avait ensuite gagné l'UFUL vient de rallier le pouvoir tchadien. D'après des sources concordantes, âgé de 59 ans, le colonel Nigue Cross a été de toutes les rébellions qui ont émaillé l'histoire de son pays. Son ralliement au pouvoir suscite un début de polémique. À suivre dans l'édition du soir avec Christopher Ochokoum, les développements de ces titres et bien d'autres. Et dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Dans moins d'une heure, il sera 20h dans l'est de la RDC. Vous aurez la grande édition de Christopher Ochokoum. Tout de suite, nous recevons pour vous le professeur Godin Poy pour parler comment remédier à la crise économique et à tous les ratés depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est tout de suite. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Carence criante d'avions due certainement à la baisse des prix d'avions, les prix des billets, RAM, affaire Chinchard. Voilà, c'est-à-dire tous les ratés de l'économie congolaise.
Comment remédier à ça? Nous allons en parler avec les professeurs tels qu'ont annoncé les professeurs Godin-Poit. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, ici nous vous recevons en tant que professeur, parce qu'on a lu, il y a même un article où faudra-t-il un conseil d'analyse économique pour sauver l'économie de la RDC. Est-ce que cette économie est malade pour parvenir cette mal à sauver? Merci beaucoup. Je voulais d'abord te remercier et remercier mon chef John Longila qui m'a amené Manu Militari pour que je puisse communier avec les très nombreux téléspectateurs de Télé 50. En fait, les problèmes, il faut les poser de manière précise. Aujourd'hui, le développement ne se fait plus de manière folklorique. L'émergence passe par l'intelligence. C'est ainsi qu'il y a des États comme le Japon qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui prêtent beaucoup d'argent aux États-Unis d'Amérique. Je pars d'un constat que lorsque nous lisons l'économie de notre pays depuis 1885, vous allez constater que cette économie est restée généralement extravertie et elle n'est pas servante du développement. C'est ce qui fait que, comme tu étais en train de le dire, beaucoup de ratés. Déjà en 1963. Avec la aérianisation? Non, déjà en 1963, on crée la SOCIR. SOCIR, effectivement. Mais sans s'assurer de la nature du brut congolais. C'est ce qui fait qu'au bout du tuyau, lorsque le dispositif indiciel est déployé, on va se rendre compte par la suite que si on raffinait le brut congolais, les produits pétroliers coûtera plus cher à la pompe que celui qui est importé. Tout ça, c'est parce que nos grandes actions ne sont toujours pas précédées de grandes réflexions. Nous sommes en 1973, l'azarianisation. D'autorités, on dépossède les étrangers de leurs entreprises parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut devenir commerçant à l'âge de 50 ans. Et dans un premier temps, ça a été salué par certains Zaïrois de l'époque. Bon, tout dépend des lunettes de ceux qui saluaient avaient arboré sur leur visage. Vous savez, généralement, chez nous, la raison n'est plus considérée. Nous sommes tous dans l'émotion. Et c'est ce qui fait que ceux qui applaudissaient, ils ne comprennent pas que l'une des causes majeures de la crise actuelle, c'est notamment cette zaïrianisation, parce que ça constitue en fait un héritage lourd pour la République en matière des investissements étrangers. Avant que tout investisseur sérieux vienne en République démocratique du Congo, il doit apprendre en fait à marcher sur les œufs. Du coup, ça limite la quantité des investissements directs étrangers. Comme si cela ne suffisait pas, nous allons nous retrouver après avec la politique du genre cantine populaire. Là, c'est sous il y a eu des moments, donc moi je ne cite pas le nom des gens, donc à chacun son rôle. Et l'État estimait qu'il pouvait vendre la marchandise de manière indéfinie à bon marché, mais ce sont des théories qui n'ont pas réussi en URSS où elles ont été inventées. On fixait dans ces pays la parité entre les dollars et les francs via l'ordonnance. Et ceux qui ne pouvaient pas tenir tout simplement parce qu'en fait, la monnaie, c'est l'expression de la santé et de l'économie d'un État. Nous sommes allés comme ça, avec une TVA mal conçue et très mal appliquée. Il y a eu Boukangalonzo, c'est sur ce plateau que j'expliquais que les sites étaient mal choisis. Les sites Les sites étaient mal... Ne suivez pas, moi, ne suivez pas ces émissions commandées. Donc, sur le plan scientifique, demande à tout agronome sérieux, à tout économiste sérieux, il te dira que les sols de Boukangalonzo, c'est en fait les sols du plateau de Batike.
La nature de ces sols commence déjà au niveau de l'Ancélé et tu vas comme ça jusqu'à Popokabaka. Ce sol est sablonné. Et en tant que tel, il recèle une grande quantité de la chaleur. D'une manière telle qu'il n'est pas adapté à la culture de maïs parce qu'en fait, la culture de maïs a besoin d'une quantité importante d'eau. Et comme si cela ne suffisait pas, parce que ceux qui avaient initié ce projet, malheureusement chez nous, on croit que lorsqu'on exerce les grandes fonctions au sein de la République, on devient les plus intelligents de la République. Moi, je ne le suis pas. Lequel a été la bourde encore, c'est que ce sol qui se trouve dans les périmètres de Bukangalonzo et naturellement le plateau de Bateke n'avait pas été retourné depuis plus de 50 ans. C'est ce qui vaudrait à dire que la quantité de la chaleur était encore telle que la culture de maïs ne pouvait pas. Vous avez vu, pour se faire une bonne conscience, on a commandé quelques émissions. Mais les maïs de Bukangalonzo, on ne les trouve pas sur les plateaux de télévision. Ces maïs sont attendus au marché. On les voyait, bien sûr, sur les plateaux de télévision, mais les maïs étaient absents au marché. Et cela, c'est dû à quoi par rapport à cette mauvaise politique? C'est cette mauvaise politique, en fait. Les grands problèmes chez nous, c'est que d'abord, en République démocratique du Congo, les meilleurs profils n'ont jamais été un atout. Nous ne faisons pas des choses de manière cohérente. Il y a peu, j'étais sur ce plateau, j'ai dénoncé les rames. Ils ont résisté, mais la tétitesse des lois... Non, je suis habitué à ça. Okay. Et moi, je le fais depuis le maréchal Mobutu. Je suis habitué. Chaque fois que je passe, on achète quelques journalistes, on commande quelques émissions. Est-ce que tout ça, mais en fait, c'est une sorte de bicarbonate. Ça gonfle. Mais à un certain moment, tu vois aujourd'hui là, personne ne peut plus parler. De rames. Non seulement des rames, des Bukangalonzo, des TVA, tous ceux qui m'avaient attaqué, personne aujourd'hui ne peut parler. Même la TVA, c'était un raté. Mal conçu et très mal appliqué. TVA. Tu voyages. Ailleurs, la TVA, lorsque tu la payes, avant de quitter le territoire, on te rembourse. Tu vois ça ici? Alors, lorsque tu déploies la TVA dans un État, il faut que les fiscs travaillent en intranet avec les assujettis. C'est ce qui permet à ce que les opérations soient captées en temps réel. Mais ici, tous les assujettis, ils ont plusieurs comptabilités d'une manière telle que la plupart des immeubles qui poussent ici, c'est en fait l'argent que l'État devait... Donc tout ça, si vous remarquez bien, ce sont des décisions prises par l'autorité, c'est-à-dire que par l'État congolais. Et là, est-ce que ça rejoint le principe qui dit que l'État a toujours été un mauvais gestionnaire? Il faut que les privés prennent un peu l'initiative pour essayer un peu de mettre fin à ça. C'est cela, parce que en fait, lorsque tu lis l'histoire managériale du monde, fin 70, début 80, on a vu se développer une nouvelle théorie qu'on appelle le nouveau management public. Ce nouveau management public veut tout simplement qu'on puisse adapter les principes de la gestion privée dans le secteur public. Et au niveau de la gestion qui s'effectue dans la sphère privée, la première caractéristique de ce type de gestion, c'est la méritocratie. On doit concourir avant d'exercer des fonctions importantes. Dans ces pays, tu peux entrer au niveau de la fonction publique, là, du recrutement jusqu'à la retraite. Tu n'as jamais passé le moindre concours. Les affectations, les promotions sont accordées selon les liens de sang et du sentiment. Et c'est ce qui fait que nous nous retrouvons en fait dans un environnement du faux. N'importe qui peut obtenir facilement un grand diplôme. Il suffit de devenir ministre. Eh bien, la voie vous est ouverte pour devenir docteur un jour. Alors maintenant, c'est quoi pour mettre fin un peu à tous ces ratés? Il y a des ratés tels que vous l'avez évoqué, les réalisations, Bukangalonzo, TVA. C'est la tartine de trucs. Hein. Ça, c'est juste à titre illustratif. Oui, ça c'est la tartine de trucs. Voilà, il y a la baisse des prix aussi, les prix d'avion. Actuellement, l'espace aérien congolais... C'est du jamais vu. Je suis passé ici au mois d'août de l'année passée.
Même si vous n'avez pas étudié l'économie, la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 000 km². Vous avez des compagnies aériennes avec des avions. Vous vous réveillez un jour, vous dites que Messi, à partir d'aujourd'hui, il faut payer autant. J'avais dit ici que c'était de l'aphrodisiaque. Ça pouvait tenir pendant 2-3 mois. Ce n'est pas qu'on est contre la République, c'est nous qui sommes amoureux de ce pays et amoureux de son chef. En fait, lorsque vous prenez des demi-mesures en économie, la planification économique fait et défait les rois. Parce que ça va donner l'impression de tenir. Et quand ça échoue, le discrédit tombe sur l'ensemble des institutions. Donc quand je le fais, et moi je le fais depuis Mobutu, j'avais expliqué ici que c'était intenable. Mais on a pris vos caméras comme dans une pièce de théâtre. Mais tout ça, c'est parce que c'est trop politisé. C'est une fausse politisation. La scène politique est devenue politisée. Alors, certaines évidences économiques, on ne parvient pas à tenir compte. Non, c'est-à-dire que mon ami révérend Kilolo, c'est la République. C'est notre avenir. C'est notre destin commun. Je posais la question ici. Par quelle magie on pouvait couvrir toute la RDC? Les gens ont développé des théories qui n'avaient rien à voir avec les sciences économiques. Ils ont même dit que non, ils vont prendre des avions en leasing. J'avais expliqué ceci. Le leasing ne tient que lorsque la filière est rentable. Lorsque les Kenyans se retirent, c'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé que la filière n'est pas rentable. Et regarde, mon ami et collègue Kilolo, dans cette affaire des billets d'avion, c'est comme si on était dans un envoûtement collectif. Il y avait des raisons techniques. En République démocratique du Congo, il y a des aéroports qui ne sont pas dotés de dispositifs d'approvisionnement en produits pétroliers. C'est ce qui fait qu'au départ de Kinshasa, vous devez déjà avoir une quantité de carburant qui va te permettre de couvrir et les départs et les retours. Et lorsque vous faites cela, techniquement, ceci équivaut à dire que même le nombre de personnes qui doivent monter à bord doit être réduit. Mais nous avons expliqué tout ça, c'est comme si on était en train de prêcher dans un désert. Donc ce sont des décisions populaires? Non, je ne dis pas populaires, mais irrationnelles. Irrationnelles. Et c'est pour cela que si les temps vont nous le permettre, nous allons expliquer comment les États-Unis se sont retrouvés dans ce genre de choses. C'est avec les privés, les États-Unis? Non. Pas avec les privés. Aux États-Unis, ce n'est pas avec les privés, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, d'abord, il y a des secteurs qu'on ne laisse jamais entre les mains inexpertes. Tel que? Bon. Et à part cela, nous sommes en 1946, les États-Unis d'Amérique se rendent compte que les politiques publiques étaient incohérentes. Finalement, ils vont se décider et ils disent les questions économiques, l'économie c'est en fait la totalité du réel. Donc l'économie, elle peut m'amener partout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle le Conseil d'analyse économique. Conseil d'analyse économique. Oui, d'une manière telle que cette structure-là, aux États-Unis par exemple, il y a une vingtaine d'économistes les plus capés des États-Unis. Donc quand on parle des économistes, on ne parle pas des diplômés en économie. Donc ce sont des économistes qui ont fait leurs preuves, qui ont des repères sur le plan international et sur le plan national, des gens qui émettent des avis éclairés depuis des années, connus et reconnus en tant que tels. Ce sont ces gens-là, c'est une vingtaine. Il y a la superstructure qui est constituée de 3. Et ils sont assistés par les 20 autres professeurs d'économie. Et ce sont ces gens-là qui valident en fait toutes les politiques économiques américaines. Au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis. C'est pourquoi ça marche. Qu'on ne te trompe pas, mon ami. Les conseils... Qu'on ne te trompe pas, parce que j'ai entendu quelqu'un dire sur votre plateau ici que la Chine était la première puissance économique du monde, peut-être dans les rêves. Oui. Ça n'a jamais été? Je te l'ai dit, jusqu'à ce jour, les États-Unis d'Amérique, c'est la superpuissance du monde sur le plan économique. Oui. Je te donne les chiffres. Les PIB des États-Unis d'Amérique
c'est 24,5 000 milliards de dollars. Le budget des États-Unis pour 2022, c'est 6 000 milliards de dollars. La Chine, à ce qui concerne le PIB, elle aussi entre autour de 18 000 milliards. Et son budget, ce n'est pas même la moitié du budget des États-Unis. Donc, je ne néglige pas la Chine, c'est une puissance en devenir, mais je voulais les souligner. Parce que j'entends souvent quand les gens parlent, ils veulent comparer les États-Unis à la Chine. Mais pour le moment, toutes les données attestent et les Chinois les savent. Mais professeur, vous ne voyez Oui. pas que tout ça, tous ces emprunts, aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences de ce que nous avions voulu imiter à partir de l'extérieur. Par exemple, au niveau de la zérisation, c'est un système des communistes qu'on a essayé un peu d'appliquer ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous demandez à ce qu'il y ait un conseil d'analyse économique pour sauver, alors qu'ici chez nous, il y a aussi le conseil économique et social. C'est aussi une émanation française. Non, ce sont deux structures différentes. Ouais. D'abord, la première précision, c'est que les conseils d'analyse économique fonctionnent aux États-Unis depuis 1946, mais il a également été institué en France depuis 1997. Donc, la différence entre les conseils d'analyse économique et les conseils économiques et sociaux se situe au niveau des animateurs, donc au niveau des acteurs. Au niveau ou des conseils économiques et sociaux selon les cas, et d'ailleurs en France, on ajoute même conseil économique, social et environnement. Dans les conseils économiques et sociaux, comme les nôtres ici, dont la rentrée d'ailleurs est pour demain, les membres, ce sont en fait des représentants sociaux. C'est-à-dire les patronats, les syndicats, les associations. Et là, on ne tient pas vraiment compte de la qualification réelle. Là, c'est au niveau de la France. Non, Et dans même tous ici. les pays du monde, c'est comme ça. Donc, les conseils économiques, c'est vrai que la culture n'est pas la même dans tous les pays du monde. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des conseils économiques et sociaux, sur les plans international, comme chez nous ici, les membres, ce sont essentiellement des représentants sociaux. C'est les patronats, les syndicats et les associations. Et on n'insiste pas tellement sur la dimension intellectuelle. Mais au niveau Du conseil. du conseil d'analyse économique, là, ce sont les tonnes de cervelle qui se trouvent dans votre tête à ce qui concerne les questions économiques qui vont plaider à votre nomination dans ces cercles très fermés. Ça sera quoi comme la mission de ça? Parce qu'ici, chez nous, professeur, on a vu, il y a beaucoup de structures, mais jusque-là, ça ne produit presque pas. Mais il faut maintenant s'interroger pourquoi ça ne produit pas. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Demande, parce que tu es encore très jeune, demande à tous ceux qui ont suivi les médias dans ces pays, parce que je suis omniprésent dans les médias depuis plus de 20 ans. C'est pourquoi quand tu t'attaques à moi dans les médias, il faut être fort. Je vais t'écrabouiller. Donc c'est mon monde. Les conseils économiques et sociaux de la RDC, c'est notre œuvre commune avec mon collègue de 13 heures mémoire, le pasteur Blaise Togo. Je ne sais pas si tu l'as connu. Oui, effectivement, celui qui est décédé. C'est avec lui qu'on animait l'émission Tribune de réflexion. C'est nous, en fait, qui avons proposé le Conseil économique et social. Mais nous avions insisté que dans les contextes congolo-congolais, on devait tenir compte sur les profils des membres. Et tel que ça se passe, je ne dis pas que c'est rien, mais ce n'est pas ce que nous avons proposé. Mais dans tous les cas, dans tous les pays du monde, dans les conseils, au niveau du Conseil économique et social, c'est essentiellement des représentants sociaux. Mais à ce qui concerne les conseils d'analyse économique, dans la graduation des intellectuels, chacun son palier. Il y a des économistes moyens, il y a des économistes seniors et il y a des économistes les plus capés. C'est ainsi que si tu entres sur les sites de ces conseils, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France, tu vas voir que les membres, ce sont essentiellement ces moutons à 5 pattes, donc des gens qui ont des capacités exceptionnelles, qui peuvent en fait
penser. Donc et la repenser mission politique de ça, économique. c'est de pouvoir analyser la politique économique. Orienter, guider la politique économique. Parce que comme j'étais en train de le dire... Ici, chez nous, à RDC, il n'y a pas une structure de ce genre. Non, jusque-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et même si, moi, je ne suis pas candidat, mais quand on va, si on peut accepter de le faire, il faut tenir compte du fait que nous sommes en train de vivre une militantisation scientifique. C'est-à-dire que quand on crée une structure, on garde l'intitulé, mais en réalité, les animateurs, ce ne sont pas vraiment ces moutons à 5 pattes que nous sommes en train de rechercher. Parce que ça doit être en fait l'affaire des tatillons. Si nous les faisons, ça va nous permettre facilement d'avoir des politiques économiques qui cadrent davantage avec les objectifs de développement de notre pays. La politique économique en RDC est aussi dominée par la destitution du ministre. C'est quoi le rôle des ministres de l'économie? On l'a vu hier, il a été destitué. Jean-Marie Kalumba, plusieurs griefs lui ont été certainement reprochés. Est-ce que c'était opportun qu'il soit destitué? Bon, franchement, mon ami, mon éducation m'interdit de parler de personnes. Et je préfère parler des choses, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est l'atelier du monde. Et à ce qui concerne la pandémie du Covid, au niveau de la Chine, ils appliquent la stratégie qu'on appelle zéro Covid. Donc en Chine, lorsqu'une ville a été contaminée, on ne soigne pas seulement les gens, mais c'est le confinement. Et lorsqu'on confine, c'est-à-dire que toutes les activités seront en berne. Du coup, il y a atonie d'offres, et devant cette surdemande, il s'est fait qu'il y a une inflation sur le plan international. En décembre 2021, la France a fini l'année avec un taux d'inflation de 5%. Les États-Unis étaient à 6%. Et du coup, nos grands partenaires commerciaux, c'est essentiellement l'Union européenne et la Chine. Cela doit avoir des répercussions sur l'économie nationale. Mais là où il y a quand même une responsabilité institutionnelle à la République démocratique du Congo, c'est que dans ces pays, l'affichage des prix est rendu obligatoire par les législateurs. Mais je peux sortir avec toi, on peut faire le tour de toutes les grandes boutiques de cette ville. Personne n'affiche les prix. Personne. Est-ce qu'il faut que les Chinois viennent contrôler ça? Et lorsque j'avais appris que le gouvernement voulait commencer à vendre les chinchards, j'avais dit que ça ne relevait pas de sa vocation. La vente des chinchards? Non. En fait, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord parce que je ne suis pas que théoricien. Moi, je suis praticien. J'ai fait plus de 25 ans dans les régies financières. Je suis membre de plusieurs associations nationales et internationales sur le plan économique. Je sais que nos opérateurs économiques, pour la plupart, sont de mauvaise foi. La tendance, c'est de chercher à gagner plus. Mais qu'est-ce que nous avons demandé? C'est que au lieu de fixer les prix d'autorité, mais il fallait rationaliser les contrôles. Rationaliser les contrôles, c'est quoi lorsqu'on est en économie extravertie? Lorsque vous êtes en économie extravertie, la variable la plus significative dans la fixation des prix, c'est la valeur CIF. Et cette valeur, elle est minorée au cordon douanier par les mêmes opérateurs et elle est majorée au niveau de la structure de prix. Alors, depuis 2014, nous avons ce qu'on appelle l'accord sur la facilitation des échanges dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord interdit des séjours prolongés des marchandises dans les installations douanières. Du coup, on privilégie les contrôles a posteriori. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces contextes-là? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il fallait, il faut et il faudra une collaboration étroite et parfaite entre les ministères de l'économie et la Direction générale des douanes. C'est-à-dire que toutes les valeurs CIF qui ont été déclarées au niveau des structures de prix, on les retourne à l'administration des douanes. À ce moment-là, lorsqu'on fait les rapprochements et qu'il y a un gap positif, ce sont des contentieux. Qui dit contentieux dit recette supplémentaire. Vous les faites 2, 3, 4 fois. Aucun opérateur économique ne va délinquer. Voilà. En fait, professeur,
Actuellement, le monde est en train de subir les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, cette guerre qui a même des répercussions sur les barils de pétrole. Qu'est-ce que la RDC pourrait faire pour ne pas subir toutes ces conséquences-là? Il y a même des blés, il y a beaucoup de réalités qui entrent en jeu. Voilà. La première précision qu'il faut apporter, c'est que l'inflation actuelle, jusque-là, elle n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Jusque-là. Parce que nous sommes seulement au 36e jour. Et que ce sont les anciens stocks, en fait, qu'on était en train d'utiliser. Je voudrais insister là-bas parce que notre inflation ne date pas de la guerre. Mais ce que les gens doivent retenir. Même les défenseurs du ministre déchu, ils ont dit que nous sommes en train de subir les conséquences de la guerre. Donc jusque-là, il n'y en a pas. Épargne-moi de ce débat-là de personnes. Okay. Je te l'ai dit que l'inflation au Congo a persisté depuis plus d'une année. Et jusqu'à ce jour, en Afrique, on n'a pas encore commencé à ressentir. Les effets viendront. Mais je vais donner des tuyaux pour voir comment on peut éviter tout ça. Donc, nous sommes contre le 6e jour de cette guerre. Et déjà, même en Europe, les conséquences ne sont pas encore très ressenties. Mais si la guerre persiste, elles seront écrasantes. C'est qu'il faut noter que dans le contexte de la guerre qui se passe maintenant en Ukraine, il y a deux choses que la République démocratique du Congo doit faire pour amortir les choses. Première chose, il faut une fiscalité négative dans le secteur pétrolier. Fiscalité négative. Voilà. Expliquez. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu lis la structure de prix des produits pétroliers, dans cette structure, il y a toujours une quantité de ce que l'État collecte au titre d'impôt. Il faudra, au fur et à mesure que la crise va s'annoncer, l'État va continuer à supprimer cette fiscalité pour en fait contenir les prix au marché parce que les transports a des effets propagateurs sur les prix. Mais comme nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, parce que nous devons maintenir des espaces budgétaires, au même moment qu'on va avoir une fiscalité pétrolière négative, il faudra redoubler d'efforts pour une correcte collecte des recettes de l'État. Je l'ai dit à haute voix, la fraude et la corruption ne sont pas seulement en parfaite santé en République démocratique du Congo, mais elles sont même devenues immunisées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit seul. Les derniers rapports de Transparency International l'attestent. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais les recettes augmentent. Oui, j'ai dit, les recettes augmentent. J'apprécie le travail de l'IGF, mais la flopée des recettes actuelles en République démocratique du Congo s'explique principalement par des choses. Desquelles? La reprise des activités économiques. Donc c'est seulement depuis l'année passée que la République démocratique du Congo a exporté plus d'1,6 million de cuivre. Donc cette reprise, ce rebond des activités économiques, c'est ce qui justifie l'augmentation des recettes. Le deuxième paramètre ou la deuxième variable qui explique, c'est le code minier de 2018. En fait, le code minier de 2018 a mis fin aux privilèges fiscaux dont les sociétés minières étaient bénéficiaires, et ces privilèges étant éteints, dans le code de 2018, il y a des impôts qui ont été décuplés, c'est-à-dire multipliés par 10. Voilà. C'est notamment l'impôt sur les concessions minières. Et la redevance minière, qui oscillait entre 2,4,5% sous l'empire du code minier de 2002, aujourd'hui, elle oscille entre 3,5 et 10%. En fait, au bas mot, les budgets devaient tripler. Je ne minimise pas les efforts de l'IGF que j'apprécie. Je dis que j'apprécie, mais moi, je suis, dans une certaine mesure scientifique, en science, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Voilà, vous avez parlé de la fiscalité négative. Et deuxièmement deuxièmement, il faut maintenant penser aux produits de substitution. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les produits importés qui seront frappés par l'inflation, la seule manière de contourner ces difficultés,
c'est de créer les produits de substitution. Ça va paraître peut-être baroque, mais si on va se rendre compte que le pain va commencer à coûter trop cher, mais on va commencer à consommer les repas du soir, le matin. Voilà. Alors, pour terminer avec vous, professeur, je vous ai suivi dans plusieurs débats télévisés. Vous soutenez beaucoup plus les institutions de Bretton Woods. Alors qu'on sait tous très bien qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec l'appui de ces institutions de Bretton Woods. Pourquoi vous soutenez ça? Bon, pourquoi d'abord, la première précision, c'est que moi-même, j'ai écrit contre la Banque mondiale. Voilà. Ah, contre? Oui, du moins à ce qui concerne la réforme du portefeuille intervenu le 7 juillet 2008. Oui. Mais la question que j'ai toujours posée à ceux qui tiennent ces discours, c'est celle de savoir, ils ont déjà été dans combien d'États? Les Nations Unies ont aujourd'hui 197 membres, dont 4 observateurs, notamment le Vatican. Il n'y a aucun seul pays qui n'a pas bénéficié de l'assistance de ces institutions. Donc, le problème, c'est que le problème chez nous, c'est l'indiscipline. L'indiscipline. J'ai l'autorité de le dire. Nous sommes le premier pays de l'Afrique subsaharienne à contracter un programme formel avec le Fonds monétaire international. Nous sommes en 1967. Et c'est le seul programme qui a été concluant. De 1967 à 1970. Tous les programmes qui ont suivi étaient non concluants. Qu'est-ce qu'on nous reproche? L'incurie, l'indiscipline managériale. Par exemple, s'agissant du PEG 1, nous sommes en 2006. Si le Fonds monétaire s'était retiré, c'est parce qu'il y avait des dépassements budgétaires. Et les dépassements budgétaires n'est pas une faute de gestion, d'après les finances publiques congolaises. Ah voilà, c'est pas une faute de gestion. Ça n'existe pas. Et personne ne te donnera une disposition qui érige ça en faute de gestion. Moi-même, c'est pas une mauvaise gouvernance. Moi-même, j'explique cela. Donc, allez-y. Et ce n'est pas du fait d'artifice. Nous sommes en finances publiques. Qu'est-ce qui se passe? La LOFIP de 2011 a mis en veilleuse les dispositions qui érigeaient en infraction les dépassements budgétaires. Pourquoi? Parce que nous sommes un État fragile. Dans des États fragiles, généralement, les monnaies ne sont pas stables. C'est ainsi que cette disposition-là ne sera d'application qu'en 2024. Mais je suis contre moi-même. En tant qu'individu, je suis contre les dépassements budgétaires. Ceux qui font les dépassements budgétaires doivent les justifier, mais dire que cela a été érigé en faute de gestion, c'est mutiler des réalités. Et je souligne en passant qu'en 2017, en 2018, Emmanuel Macron a eu ses dépassements budgétaires. Et je referme la parenthèse. Les raisons ne sont pas, peut-être pas les mêmes, mais il fallait bien quand même les souligner. Alors, est-ce que... Alors, maintenant, je reviens. Oui, il y a des pays qui avaient commencé le même programme avec nous. La Côte d'Ivoire, les Ghana. Si tu vas là-bas, ces États-là évoluent. Nous, le problème chez nous, c'est que nous n'aimons pas la discipline. Tu sais pourquoi les fonds monétaires s'étaient retirés en 2013? On a tripatouillé les titres miniers de la Gécamine d'Amutanda Mining. Ces titres-là bradés ont été vendus en termes de milliards après. Et vous pensez que les fonds monétaires doivent venir pour cela? Et d'ailleurs, en lisant les statuts de ces deux institutions, il n'est pas dit qu'ils viennent pour développer les États. Ces institutions viennent vous aider à vous développer. Je te l'ai dit, si la BIRD a été créée, la BIRD, l'actuelle Banque mondiale, c'était essentiellement pour soutenir la France et le Japon. Et que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la France et le Japon sont développés. Ce sont en fait des ingrédients. Mais lorsque le Fonds monétaire vient, je te donne là dans le cadre du PEG 1, PEG 2, nous avons tripatouillé les titres miniers de la Gécamine dans Mutanda Mining. Donc les pays qui ont suivi ce programme, en fait, le programme du Fonds monétaire vous remet sur les rails. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que lorsque nous recourons aux appuis du Fonds monétaire international, nous ne sommes pas en quête d'une obole. Nous sommes membres du Fonds monétaire international et membres originaires. Voilà. Donc nous avons nos droits de tirage
Que les gens ne pensent pas que ce sont des cadeaux qu'on est en train de nous faire. En fait, pourquoi on amplifie ces discours-là chez nous? C'est tout simplement parce que ceux qui volent l'argent de l'État, ils veulent justifier leur échec en pointant du doigt un bouc émissaire qui n'existe pas. Je te l'ai dit, la Russie bénéficie de l'agence du Fonds monétaire international. La Chine en 2000 a bénéficié de Les États-Unis aussi? Bon, et ce sont les grands patrons en fait. Ce sont les grands donateurs. Et je voulais souligner, ce sont les États-Unis d'Amérique qui prennent en charge toutes les organisations internationales. Ok, merci. Merci beaucoup, professeur, parce qu'avec vous, la matière est vraiment très abondante. Nous vous aurons dans nos prochaines émissions. Merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Non, mais merci, tu es passé par mon chef de Longhi, là, donc je ne pouvais, je ne pouvais que déférer. Ok, voilà. Parce que la fois passée, j'ai essayé de vous... Non, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et tu ne sais pas comment il m'a coincé aujourd'hui. Ok, effectivement. Nous allons parler cette fois-ci du mois de la femme pour clôturer ces mois. C'est tout de suite.